Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout Fluide, le podcast de CINEF. Aujourd'hui, je reçois deux invités qui vont nous parler d'un projet de grande importance, celui du renouvellement d'une conduite d'eau potable dans la région de Fribourg. Nos sous-sols sont traversés par des milliers de kilomètres de conduites, que ce soit pour le gaz, l'eau potable, les eaux usées ou encore la télécommunication. Dans le cas des conduites d'eau potable, ces dernières passent des décennies et parfois davantage dans le sol, subissant les affres du temps et de la météo. Puis arrive finalement le moment où il faut les remplacer parce qu'ils n'offrent plus la sécurité d'approvisionnement initiale. Dans cet épisode, Pascal et Valentin nous racontent le déroulement de ce projet pas comme les autres, où de nombreux métiers ont dû coopérer de manière coordonnée afin de mener les opérations à leur terme. Je suis Hugo Cabral et je suis votre hôte. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vous propose de faire un petit tour de table. Honneur à l'expérience, donc Pascal. Alors, Pascal Buard, ça fait l'année prochaine, mois de septembre, ça fera 30 ans que je suis dans les services industriels, au début des services industriels de la ville de Fribourg, et puis après CINEF. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis comme technicien. Et puis avant, j'étais 10 ans comme chef d'équipe. Et puis aussi encore comme monteur. Eh ben, tu dois en avoir des choses à raconter sur l'histoire de cette boîte. Oui, ça c'est sûr. Mon petit doigt me dit qu'on n'en a pas fini tous les deux. Bienvenue. Valentin. Alors, Valentin Rotzetter, je suis ingénieur d'exploitation avec une gestion déléguée. Donc je suis entré à CINEF il y a 8 ans avec la création de l'entreprise en fait. Avant ça, j'avais travaillé 1 an sous les services industriels pour faire tout ce qui était des plans directeurs d'eau potable, notamment le plan directeur pour la distribution d'eau de la ville de Fribourg. La thématique d'aujourd'hui, donc on va parler de la conduite de la Hofmat. Alors pour les personnes qui ne sont pas initiées, on va déjà commencer par un petit retour en arrière. Donc là, il s'agit de la distribution de l'eau potable en ville de Fribourg, et c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à mon joker Valentin, qui est l'ingénieur d'exploitation et puis qui est le répondant pour CINEF pour la ville de Fribourg. Situe-nous déjà le contexte de la distribution de l'eau potable en ville de Fribourg. Alors, la distribution d'eau potable de la ville de Fribourg, donc jusqu'en 2016, c'était les services industriels de la ville de Fribourg qui réalisaient cette tâche. Et avec la création de CINEF et de Haute-Fribourg, donc Haute-Fribourg est devenant une société d'infrastructure, elle n'a pas d'employés, mais qui est le distributeur d'eau potable pour la ville de Fribourg. Et CINEF, qui est une société de services, elle réalise l'exploitation et la gestion de Haute-Fribourg, donc ça va de la gestion administrative, financière, technique, l'exploitation des infrastructures. Donc tu as parlé d'infrastructures, on parle de quoi? Il s'agit de quoi ces infrastructures? Alors, les infrastructures, le Haute-Fribourg, pour pouvoir distribuer aux citoyens de la ville de Fribourg, il faut des ressources. Donc Haute-Fribourg en exploite 2, les sources de la Hofmat et les sources de la Tuffière. Ensuite, il faut des infrastructures de stockage. Pour pouvoir distribuer en ville de Fribourg, ça nécessite des volumes de stockage importants. On parle de 5 sites de stockage pour un volume total d'un peu plus de 15 000 m3. Ensuite, il faut relier tout ça avec des conduites, donc des conduites enterrées, pour pouvoir approvisionner les consommateurs. La ville de Fribourg a besoin de 125 km de conduite.
Tu parlais de sites de stockage, de conduite, etc. Comment est-ce que vous fonctionnez pour effectuer la surveillance de ces kilomètres de conduite et de ces infrastructures? Alors, SINEF a un département entier pour l'exploitation des réseaux d'eau potable, notamment celui de Haute-Fribourg. Donc l'exploitation, elle est, on va dire, subdivisée en 4 corps de métier, avec les fontainiers, qui sont les exploitants, les personnes d'expérience pour la qualité de l'eau potable et l'entretien des infrastructures. On a également des surveillants réseau qui viennent en support et qui vont faire une partie des tâches qui seront ordonnées par les fontainiers. On a ensuite les ingénieurs d'exploitation qui est une partie de mon travail, donc, pour devenir en support administratif, technique au niveau aussi de la planification. Et puis on a également du personnel mécanicien réseau qui eux vont faire toute la maintenance des équipements, en fait, des vannes, des bornes hydrantes, etc. Mm-hmm. Le thème de cet épisode-là, justement, c'est de parler d'une partie de ces 125 km, donc de cette conduite de la Hofmat. Toi, Pascal, tu as une histoire particulière avec cette conduite de la Hofmat, parce que comme tu disais en introduction, tu as commencé ta carrière dans les services industriels comme chef d'équipe, enfin tu étais monteur, chef d'équipe. Tu as connu ce projet depuis le début? Alors, pas vraiment tout du début, mais comme je dis, la première partie en 2005, on a dû dévier pour la gravière. Après, on a eu justement des secteurs qu'on a bien pu poser à l'époque, qu'on faisait peut-être 100 à 120 mètres par jour. Par contre, il y a des secteurs qu'on a eu, qu'on posait 2 longueurs par jour, ça veut dire 12 mètres maximum. C'était tellement mauvais le terrain, et puis même dangereux, parce que la dernière, en 2020, quand on a fini une partie, il y a une autre entreprise génie civil qui a repris, et puis là j'étais comme technicien après, puis je les avais avertis, c'est des fois il est très mauvais ce terrain. Puis ils ont dit oh ouais c'est bon, on va déjà aller faire. Et puis ils ont mis des krings, et puis les krings, alors ils n'ont pas tenu le coup, ils ont dû commander des krings renforcés même. Et puis là, c'est à cette époque-là qu'on faisait maximum 12 mètres par jour. Quand tu parles de krings, il s'agit de quoi? Ça, c'est aussitôt que vous faites une fouille à partir d'1,50 m, il faut les tailler. Et puis les krings, c'est des grosses pièces que le génie civil qu'ils ont. Et au niveau des conduites que vous avez posées, on parle de quoi comme conduite? C'est des conduites en PE, c'est des conduites en béton. Alors je sais qu'il y avait des conduites en fonte aussi à l'époque. Alors il y a des conduites en éternite également qui sont un peu plus controversées. C'est quoi l'état de l'art à l'heure actuelle? Alors maintenant, c'est la fonte DN400 avec cimenté à l'intérieur et cimenté aussi à l'extérieur. Parce que plus c'est un mauvais terrain, tout ça, alors ils ont prévu de cimenter aussi des tuyaux à l'extérieur. Et au niveau du choix du tracé, est-ce qu'on s'est dit, on part depuis la Hofmat, on part tout droit direction la ville de Fribourg, ou est-ce que ça a été un peu plus compliqué que ça? Alors c'était quand même plus compliqué que ça. On a dû faire quelques déviations quand même. Déjà, à cause de ne pas venir trop proche de l'ancienne, parce qu'à des places, justement, comme vous avez dit, elle est en éternite. Et puis à des places, justement, elle était plus qu'à 20 cm en dessous de la terre. Il y a même une fois, parce que où il y avait vraiment ce mauvais terrain, il met toujours des chevaux dedans. Et puis là-bas, il y a même un cheval qui a cassé la conduite d'éternité avec le sabot. Et puis quand on a fait justement aussi cet endroit-là, le génie civil, il a posé son godet, on ne savait pas exactement où elle était, cette conduite. Il a posé son godet sur la conduite et puis il a pété derrière. Alors, c'est vrai qu'il y a des places, c'était vraiment très mauvais, puis des places, ça allait bien.
C'est comme on passe là-bas sur cette conduite de, disons 10 km, on passe 3 ruisseaux, 3 fois des ruisseaux, donc on a 3 pompes-tubes. On a après, ici, parce que ça monte et ça descend, alors on a des champs de vidange, il y en a 3 en tout. Et puis en tout, il y en a 7 ventouses. Ça veut dire que les ventouses, c'est pour faire sortir l'air après. On parle d'une ancienne conduite justement en Éternit qui était en dessous, donc j'imagine que cette nouvelle conduite-là, c'est pour remplacer justement cette ancienne conduite. C'est quoi les critères qui justifient le remplacement, ou alors vous en avez tiré une deuxième parce qu'il n'y avait pas assez d'eau? Alors, pour la petite histoire, donc c'est vrai que c'est une conduite qui est relativement ancienne. La ville de Fribourg, à l'époque, a été chercher cette ressource en 1940. Donc c'est loin pour aller chercher une ressource d'eau. À vol d'oiseau, on est quand même à plus de 7 km. Après, le fait que ça soit une ressource qui est gravitaire, donc elle descend sans avoir besoin d'y mettre de l'énergie, ça présente quand même un très gros avantage. En cas de problème d'électricité, finalement, l'eau, elle continue à couler. Mais la problématique de faire une conduite d'amener qui reste gravitaire, c'est que on est très limité justement pour les points hauts, respectivement les points bas de la conduite. Donc il faut un peu suivre la topographie du terrain, et puis donc au niveau technique, c'est pas si simple. On arrive à une conduite qui fait quand même presque jusqu'à l'entrée de Fribourg, qui fait presque 9 km. Donc on voit qu'on doit quand même un petit peu zigzaguer pour pouvoir jouer avec le terrain, jouer avec les altitudes. Pour ce qui est des critères de quand changer une conduite, donc on a une durée de vie théorique des conduites qui est évaluée à 80 ans. Après, selon le matériau de la conduite, selon l'année à laquelle elle a été posée, selon les technologies qui étaient disponibles à l'époque pour pouvoir les réaliser, on a des conduites qui varient avec des durées de vie entre 40 ans et 120 ans. L'éternite présente un avantage en termes de longévité, parce qu'elle est très stable tant que le terrain ne bouge pas ou qu'elle n'a pas de choc. Le problème, c'est que en presque 100 ans, le terrain bouge, il y a de l'érosion. Déjà à l'époque, ils ont dû jouer, comme on disait avant, avec la topographie. Donc on a des zones où il y a peu de couverture de terre au-dessus de la conduite. Donc les chocs arrivent plus régulièrement. Le choix d'assainir cette conduite, elle s'est posée dû à son âge, déjà, et puis au fait qu'on a eu à plusieurs reprises des fuites sur cette conduite. Et vu l'importance qu'a cet approvisionnement pour la ville de Fribourg, on se devait de programmer cet assainissement. Donc c'est un assainissement qui a, on va dire, fortement débuté à partir de 2017. En faisant des sections donc d'année en année. Tu parlais avant, Pascal, de justement entreprise de génie civil qui a repris les travaux. J'imagine quand même qu'il n'y a pas simplement de corps de métier qui sont impliqués dans un projet comme ça. C'est qui le maître d'ouvrage ou le métronome de cet orchestre? Alors de ce côté-là, c'était chez nous, les chefs de projet qui s'occupaient de ça. Alors c'est clair qu'ils ont dû aller déjà passer chez les propriétaires pour voir s'ils sont d'accord. Et puis, il y a beaucoup de ces propriétaires qui nous ont demandé après si l'ancien tuyau reste dedans. Et puis, il reste dedans, c'est clair. Alors, à des places, ils se disent, puisqu'elle est tellement comme ça profonde, est-ce qu'elle ne va pas péter plus tard? Et puis, on aura des problèmes dans le terrain et tout ça. Mais ça, on verra dans le futur. On se situe dans quelle phase du projet? Alors normalement, il nous reste vers les 650 mètres, c'est-à-dire de Remersville jusqu'au réservoir. Ouais.
Il nous reste encore ça à faire. Après, je ne sais pas maintenant s'il y aura aussi, il parle de ce dépassement du réservoir. Voilà. C'est un tronçon, le dernier tronçon qui reste finalement. L'assainissement est mis un peu en stand-by parce qu'il y a un projet justement de remplacer le réservoir de Bourguillon, qui est finalement le réservoir de tête, le réservoir d'entrée de la source de la Hofmat. Et puis, finalement, ce tronçon, il est dépendant de l'emplacement du futur réservoir. Donc, en attendant on attend de savoir où sera ce réservoir pour pouvoir poursuivre cet assainissement. Et pour justement valider que la conduite elle est conforme et puis qu'on peut justement commencer à faire circuler de l'eau à l'intérieur en substitution, en remplacement de l'ancienne conduite, c'est quoi les critères qu'il faut remplir? Alors, en principe, quand une nouvelle conduite est posée, il va y avoir un rinçage de la conduite qui sera réalisé avec un débit minimum pour réaliser un vrai rinçage mécanique. Ensuite, la conduite va être chlorée, donc sans être raccordée au réseau. On va injecter de l'eau chlorée dedans pour pouvoir la désinfecter. Et une fois que le temps de désinfection est passé, on va de nouveau faire un rinçage et faire un prélèvement, un échantillon qu'on va envoyer en laboratoire. Et c'est suite au résultat de ce prélèvement, si l'eau est conforme, qu'on va pouvoir raccorder la nouvelle conduite au réseau. Juste avant que ça, oui. Il y a un essai de purge à faire et puis un essai de pression. Et puis après, un chlorage. À quel moment? Aussitôt que la conduite elle est tout prêt pour faire le dernier raccordement, c'est là qu'on fait les essais de pression. Et puis après, il y aura, comme il a dit Valentin, le chlorage, tout ça. La fin, pour terminer effectivement ce projet-là, c'est de statuer sur le futur potentiel emplacement de la station de Bourguillon pour pouvoir effectivement poursuivre le tracé de cette nouvelle conduite. C'est ça. Ouais. Donc une belle histoire à venir, à continuer pour toi Pascal, toi qui suis cette conduite depuis 2005, c'est ça? Alors, je l'ai posé, la première fois que j'ai posé, c'était en 2005, il y avait 306 mètres. Donc une histoire de 20 ans qui est appelée à continuer encore quelques années. Je vous remercie en tout cas messieurs d'avoir répondu à mes questions, c'était vraiment un super moment et puis je vous laisse retourner travailler. Merci. Merci. Bel après-midi. Merci de m'aimer.